Bonjour Stéphane Langlois, merci de m'avoir accueilli pour pouvoir parler autour de la poésie. Bonjour, moi je suis éditeur typographe. Alors l'aventure a commencé il y a 25 ans maintenant. J'écrivais de la poésie comme beaucoup de jeunes et puis un jour je suis rentré dans un atelier de typographie pour faire éditer mes plaquettes de poésie. Et quand je suis rentré dans l'atelier, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire, c'est éditer de la poésie avec des vieilles machines, des caractères en plomb, en bois, côté artisanal. Cet atelier était mené par un typographe dont la maison d'édition tourne toujours, l'atelier des Grammes. Et l'énergie de ce type pour faire tourner ces machines, tout ça, voilà, c'est ça qui m'a plu, les odeurs, l'ambiance de l'atelier. Voilà, donc j'ai récolté un petit peu des machines à droite à gauche et puis j'ai commencé mon aventure en toute insouciance. Je ne connaissais pas le métier typographe, je ne connaissais pas le métier d'éditeur. J'écrivais mais je ne connaissais pas forcément le milieu poétique et tout ça je l'ai appris au fil des années. J'ai appelé l'atelier du Hanneton parce que c'est un clin d'œil au métier des typographes. Avoir un hanneton dans la tête, c'est avoir des idées un petit peu farfelues. Donc je tenais à ce respect du métier des typographes parce que ça m'a toujours nourri. Cet imaginaire autour de aussi bien des typographes clandestins pendant la guerre que des gens comme Guy Lévis-Mano. Enfin, il y a plusieurs références d'éditeurs qui comptent dans la construction de ce projet. Voilà, ma grande surprise, une fois que j'ai été à peu près opérationnel techniquement pour faire tourner une imprimerie artisanale, j'ai fait savoir que je montais une maison d'édition et à ma grande surprise, des textes poétiques sont arrivés. Et là, j'ai découvert, pourquoi éditer ce premier texte, pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre. Et puis je me suis lancé, j'ai fait mon choix comme tous les éditeurs. Donc le premier livre s'appelait Journal du Dedans, d'un auteur complètement inconnu, c'était son premier livre. Et c'était peut-être comme un premier amour, c'est-à-dire les grandes découvertes pour tous les deux. Voilà, et puis au fil des années, l'expérience est venue, les textes arrivent plus régulièrement. Le choix est encore plus difficile parce qu'il y a plus de textes. Et puis j'ai construit mon parcours d'éditeur comme ça, avec toujours ce lien entre l'écriture et mon travail d'édition artisanale. C'est-à-dire que moi j'écris toujours, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas je pense que ça nourrit l'atelier, le fait que j'ai moi aussi un travail d'écriture. Mais en fait mon principal plaisir reste quand même dans la découverte d'un manuscrit, d'un auteur, et d'imaginer l'objet livre que je vais pouvoir fabriquer avec ce texte. Donc il y a des choix de papier, des choix de caractère, des choix de couleur d'encre, des choix de format, des choix de mise en page. En fait, chaque livre, je le prends un peu comme une petite création. Donc ce qui explique qu'il y a des livres de formats différents. Et à chaque fois une aventure. Ça veut dire en fait que tu ajoutes ta poésie et en éditant ces livres-là, comme livre devient un type d'objet aussi, c'est une poème aussi. C'est la poésie, c'est pas seulement comme ce qui est écrit, mais ce que tu es en train de faire aussi, je trouve. Je pense que le livre de poésie, moi je le conçois comme ça et j'ai été sensible à certains éditeurs, le travail de certains éditeurs.
On est là, on est au service du texte, avec nos outils d'impression, avec nos outils, et des fois on peut peut-être porter ce texte un peu mieux qu'avec un simple livre banal, livre de poche et tout, en lui donnant, en l'habillant un petit peu. Voilà. Mais par contre, alors ça c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Je me place plutôt du côté artisan que du côté artiste. C'est-à-dire que voilà, je suis au service de ce texte. Je vais pas, ma petite création ne va pas prendre le dessus sur le texte. Je veux pas ça. Je veux que ce soit le texte qui mène toujours le projet. Voilà, c'est ma ligne un petit peu. Et puis, je pense que chaque éditeur a une personnalité. Voilà, moi, ça me correspond. Voilà, je fabrique cet objet livre avec ce texte-là. Peut-être que d'autres éditeurs auraient fait autre chose, mais moi, voilà, c'est comme ça que je vois l'entrée dans ce texte avec, pourquoi pas associer un plasticien, pourquoi pas utiliser tel papier complètement improbable, pourquoi pas, voilà. Et en tant qu'éditeur, les difficultés et les plaisirs que tu as? Alors, je vais commencer par les plaisirs. Les plaisirs, moi, c'est le travail dans l'atelier. Ça, c'est vrai que c'est un grand plaisir. Ça fait 25 ans que je fais ça. Ça peut être usant physiquement, mais c'est... Moi, la première chose que je fais en arrivant à l'atelier, j'allume la radio, où je mets une musique. Et puis, je commence par faire une petite tâche facile à faire, un courrier ou quelque chose comme ça. Et puis après, je commence à tourner autour des machines. Et puis après, il y a un projet en cours. Je reprends le manuscrit, je le tourne, j'essaye une mise en page. Je l'éprouve en la mettant au milieu des autres pour voir si cette mise en page tient. Je n'invente rien. Les mises en page, les belles mises en page, je suis calé sur des choses qui existent déjà, d'autres éditeurs qui font des merveilles. Mais pour tel livre, j'ai dit, tiens, cette mise en page-là correspondrait. Et c'est ça le plaisir. Il est dans l'excitation de ce paquet de textes. Qu'est-ce qu'on va arriver à fabriquer ce bel objet de livre. Après, les difficultés, comme beaucoup de petits éditeurs, la grosse difficulté, c'est la diffusion. Fabriquer des livres, oui, je sais faire. Par contre, faire connaître ce travail, le diffuser, trouver pour que ce livre soit lu, c'est là que c'est un côté commercial qui est peut-être un petit peu plus difficile pour moi. Mais voilà, au bout de 25 ans, ça tient toujours. Donc finalement, j'ai trouvé mon fonctionnement. Tu écris aussi? Alors j'écris tout le temps, oui. Moi j'ai commencé à écrire à 16 ans, voilà, j'en ai bientôt 60, j'écris toujours des petites babioles, des petites choses comme ça. Et là, dernièrement, je me suis dit, cette proximité avec ces machines, il s'est créé des liens avec ces machines. On sait que voilà, telle manœuvre ne sera pas possible, celle-là, il va peut-être falloir lui rajouter un petit élastique à tel endroit pour qu'elle tourne. Donc j'ai écrit une lettre à chaque machine de l'atelier. Donc il y a une lettre à Madame Lino, qui est la linotype sur lequel je compose des textes au plomb. Il y a un texte à Victoria, qui est ma première presse à pédales. Alors c'est des textes un peu presque amoureux pour ces machines-là. Et ce m'est même arrivé de les lire devant la machine pour qu'elle fonctionne bien ce jour-là, quoi. Parce qu'il y a des fois ça. C'est génial. Voilà, moi c'est ça mon rapport entre l'atelier et l'écriture. Ce sont les lettres poétiques, le poème carrément ou... C'est un peu un petit texte amoureux sur la machine et sur ma relation avec. Voilà.
Il n'y a pas de... J'ai pas d'ambition littéraire. Je sais d'ailleurs même pas ce que je vais en faire de ces petits textes. Peut-être que ça vaudrait le coup de les imprimer sur ces machines. Exactement. Mais ça voudrait dire que c'est de l'auto-édition et j'ai un peu de mal avec ça. Donc peut-être que je le ferai lire à des confrères typographes, savoir si pour eux c'est intéressant d'éditer ces textes. Est-ce qu'il y a des auteurs légendes qui ont influencé sur ton travail, sur ton écriture, que tu aimes beaucoup? Oui, il y a... Alors, souvent on me demande quelle est la ligne éditoriale de l'atelier. Alors, je réponds, moi je reçois des textes et effectivement je pioche dans cette pile de manuscrits. Et pourquoi je tire celui-là plutôt qu'un autre? Parce que il y a des contraintes techniques en typographie. Je ne vais pas me mettre à faire un livre de 800 pages pleines de caractères, je ne pourrais pas le faire. Donc celles-là, je les écarte tout de suite. Mais après, il y a des familles d'auteurs, oui. Je pourrais citer quelqu'un avec qui j'ai déjà fait un premier livre, Philippe Costaglioli, et avec qui on a un projet de faire encore d'autres livres. J'ai fait un livre avec Thomas Vino qui s'appelle Parfois, qui... alors parfois, la vie est surprenante. J'étais en train d'imaginer un objet, un mobile, typoétique, donc mélangeant poésie et typographie. Je faisais ça avec ma fille et un soir je lui dis « je crois que j'ai trouvé le texte qui irait avec cet objet mobile, qui tourne, donc on peut le lire dans les deux sens, recto verso et tout ça. » Et je lui dis, voilà, ça commencerait par parfois. Et je dis, voilà, ça pourrait faire pour ce mobile. Et le soir même, je reçois un manuscrit de ce Thomas Vino, un ensemble de petits textes qui commencent tous par parfois. Et moi, je suis très sensible à ce genre de petits clins d'œil de l'humain, de l'histoire. Il n'était pas du tout au courant que j'étais en train de travailler sur ce projet. Mais le hasard des créations a fait que j'ai reçu ce texte le soir. Le lendemain, je lui répondais que j'allais le faire, c'était sûr. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors moi, je reste sensible... Donc il est beau. Je reste sensible à peut-être la poésie assez silencieuse. Je suis, même s'il y a des choses qui peuvent me séduire, mais je ne suis pas dans les performances orales. Et puis parce que je fabrique du livre, donc effectivement, les signes prennent leur place dans la page. Mais je suis très sensible, oui, au silence, au blanc du texte. Mais il y a des fois, je me surprends. J'ai édité un livre, c'était écrit en alexandrin. Je ne pensais pas un jour éditer ce genre d'ouvrage. Mais parce que j'en avais marre, je recevais beaucoup de choses, des haïkus, des choses comme ça. Et j'ai dit, ouais, voilà, tiens, celui-là, un vent de fraîcheur. Donc voilà, après je lis, voilà, là je suis au marché de la poésie à Paris, je parcours les stands et je vois je lis de très belles choses. Je suis persuadé que même dans ces silences, même la poésie, ça peut être très percutante. Et
Si on parle de marché de la poésie, tu participes depuis des années, je suppose. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos de... Alors le marché de la poésie, Depuis quand tu participes? ouais, le marché de la poésie, il est important dans l'histoire de mon atelier, l'atelier du Hanneton. Pratiquement la deuxième année, j'avais fabriqué 2 livres. Je suis venu au marché de la poésie, je n'avais pas de stand, on s'est installé sur un banc avec un des auteurs. Et puis on s'est installé comme ça. On était les petits jeunes qui débarquaient à l'époque, les petits jeunes. Hein. Et tout de suite, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui sont venus voir, tiens, des jeunes qui font de la typographie, tiens, qu'est-ce que c'est et bon, voilà, donc la première année, c'était sur un banc, la deuxième année, on a réitéré. C'est de quelle année? Alors là, ça fait peut-être 25 ans, Première presque. Oui, non, ça oui, veut oui. dire- Et puis tout doucement j'ai fait mon petit parcours. Donc au début j'étais dans un peu dans le off, dans les contre-allées, et puis les années passant, des places se libérant, j'ai pu avoir un stand et puis le stand s'étoffe parce qu'il y a de plus en plus de livres. Et il est très surprenant ce marché. Moi c'est toujours une fête de venir dans ce marché parce qu'on y rencontre. Moi, je suis dans la Drôme, en pleine campagne, j'ai mon atelier. Ici, il y a une année, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, moi je suis nègre, c'est-à-dire que j'écris pour des hommes, des personnalités célèbres. Ben voilà, il n'y a qu'à Paris que je peux rencontrer des gens comme ça. Et puis on prend une petite claque aussi, parce qu'on voit la production d'autres éditeurs qui peuvent nous influencer, C'est important, pour moi c'est important d'être là, de faire partie de ce paysage, de voir où on en est un petit peu par rapport au marché. Tu n'édites que la poésie? Non, tu n'édites que J'édite que de la poésie. la poésie. Ouais. Et c'est combien de marchés ou de festivals tu participes, par exemple, principalement dans la francophonie? Alors, ça dépend un peu des années. Donc je participe à d'autres salons. Je vais par exemple, j'ai participé très longtemps au festival de l'Odève, Voix de la Méditerranée. Maintenant, je vais à Sète au mois de juillet. Je fais quelques petits salons comme ça autour de la poésie qui peuvent se monter. Là, par exemple, je vais faire un petit festival qui s'appelle Poésie farfelue. Voilà. Alors de temps en temps, j'anime même des ateliers typographie sur ces festivals. Ça m'arrive de venir avec une presse et de faire un atelier démonstration. Et puis j'en organise aussi, c'est-à-dire que moi je suis dans en pleine campagne et j'ai un lieu, voilà, un petit lieu de vente avec d'autres éditeurs que je présente. Et dans ce lieu, pour faire vivre ce lieu, pour faire venir les gens, j'organise aussi de temps en temps des petits festivals. Notamment, on a un projet, là, on a déjà fait l'année dernière, on va essayer de le refaire cette année pour la nuit du 4 août, qui est une date qui, pour moi, est importante, l'abolition des privilèges et de l'esclavage. Donc pour célébrer ça, j'avais envie de créer un petit événement poétique, donc avec de la musique, des performances, des lectures, faire tourner les machines pendant la nuit du 4 août, tirer pourquoi pas des textes voire vindicatifs, pourquoi pas. Voilà, inventer des choses, ça me plaît bien aussi d'organiser ça. Et puis, je suis ouvert. Alors, la première chose que je demande quand ce sont les organisateurs qui me sollicitent, je leur pose la question, est-ce qu'on mange bien dans votre festival? Donc s'ils me disent, oui, c'est tel cuisinier qui me fait, là je dis, là, ça peut me séduire. Parce que un festival où on mangerait que des hot dogs dans un chapiteau avec un type qui ferait un peu le camelot et tout ça, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est pas un écrin qui correspondrait à la poésie.
Donc je vais dans des endroits qui me semblent Donc cette poésie culinaire aussi, c'est important. peut-être, oui, oui, oui. Et la traduction? Alors la traduction, ça je me suis pas trop frotté, un petit peu quand même, et j'ai découvert justement la problématique de la traduction poétique. J'ai édité un texte bilingue, donc c'était un texte allemand au départ, qui a été traduit par une poétesse française. Et là, j'ai découvert, oui, mais comment on traduit la poésie? Cet auteur allemand traduit par cette poétesse française, ils étaient en correspondance depuis des années, elle était rentrée dans son univers et tout. Mais comment utiliser tel mot? Comment garder la musique de la poésie? J'ai découvert que c'est un univers fabuleux. Donc il y a ce projet que j'ai réalisé et un autre qui est un projet autour de la communauté arménienne qui avait demandé à une poète d'écrire l'histoire de la communauté arménienne de la vallée du Rhône, d'écrire l'histoire de la communauté. Et il tenait à ce que ce texte soit traduit en arménien pour qu'il puisse être lu là-bas aussi. Voilà, donc c'est les deux projets avec lesquels j'ai approché l'édition bilingue, la traduction. C'est pas facile. Là, j'ai un projet avec une artiste argentine et on va sortir son texte en espagnol et en anglais. Là, ça sera trilingue. Plus son œuvre de graveuse. Voilà, mais j'y vais prudemment parce que c'est pas. Je suis obligé de m'appuyer sur des compétences de personnes qui manient la langue et de leur faire confiance sur la traduction. Parce que moi, Est-ce que la poésie est un besoin, est une nécessité pour les autres, pour les gens? Oui, mais ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte, mais oui, elle est présente. Moi, je l'ai senti, par exemple, j'ai eu dernièrement les obsèques d'un copain de jeunesse, avec qui je faisais du sport et tout ça, qui est décédé brutalement, beaucoup trop tôt. Et à ses obsèques a été lu un texte qui avait été écrit par, c'est pas moi, hein, c'est par ses copains de l'équipe et tout. Et à ma grande surprise, ses copains qui pouvaient paraître costauds, rustres, ont dit des mots sur ce disparu qui était proche de la poésie. Ils ne le savaient pas. Mais la douleur a fait qu'ils ont sorti des choses. Et je pense que dans certains moments, tout le monde a besoin de ces mots. Le poète, il dit des choses autrement. Mais tout le monde peut y arriver. Il suffit d'être bousculé, en fait. Merci beaucoup. Note d'atelier. Février. Fenêtres et portes ouvertes pour faire entrer le soleil de cette journée. Les chants d'oiseaux aussi. L'atelier est au repos. Poussière et toiles d'araignée commencent à reprendre le dessus. Je découvre les traces de mon automne de fabrication. Ici, une compone orangée. Là, une boîte éventrée avec des feuilles de tirage salies. Un petit bout de papier avec des calculs savants, griffonnés au crayon bois qui ne veulent plus rien dire, qu'ils ne veulent plus rien calculer. Juste l'effervescence, la soudaineté d'une pensée. Maintenant, c'est l'hiver. Le geste est gelé, resté suspendu. Mars. Soirée silencieuse. L'atelier chuchote des papiers.
duvet et ailes pliées, poème d'hiver fœtus. Les bécanes de fonte ont la force et la sagesse de patienter. Soirée silencieuse et pourtant si sereine. Mars. Musique envahissante. Face aux machines. J'envie l'effervescence, la fougue motorisée, mais je connais cette impatience. Il me faut la maîtriser. Emmagasiner mes paquets afin de les faire jaillir quand le temps de la fabrication sera sauvage. Mais, étoile dans la nuit, encre sur les rouleaux, la fabrique a déambulé, s'est remise en marche. Juin. Des images sont venues dans la nuit. Il faudra maintenant leur rester fidèle, traduire sans se détourner, vigiler mes dérives. L'atelier a peut-être découvert la carte de ses mers. Je ne veux plus faire naufrage. Janvier. Entouré de neige. Errance immobile. Je talonne, je tâtonne. L'atelier grogne, monstre encore endormi que l'on vient de déposer. Je n'ose, de peur de le réveiller. Caresse, approche. Je suis un puceau dans la typo. J'attends les premiers baisers et je tremble. Mais je descends dans la mémoire de l'atelier. Les manuscrits ont une odeur qui m'attire. Septembre. Nuit sur les bécanes. Fonte en sourdine. J'aimerais être à la hauteur sereine de cet atelier. J'aimerais ne pas rester sourd. Octobre. Revient sans cesse la nostalgie de l'utopie. L'atelier fonctionne, oui, l'atelier fonctionne, entraînant la pâte, et moi je suis devenu un de ses rouages. Mais où est passée l'utopie? Février. Les outils sont à leur place. La sensation de panique ne vient donc pas d'eux. Février. À la chaleur du poêle, je réchauffe quelque peu mes rêves enfantins et rebelles, si peu. L'atelier, lui, n'a pas bougé d'un micron. Il semble prêt à désobéir. Merci beaucoup.